Anastasia Bale descendit de la voiture et ordonna au pauvre homme de l'escorter. Il a répondu qu'il avait travaillé comme un chien pour la retrouver. L'homme était très intéressé et lui a demandé pourquoi elle en avait besoin. Le gars a mis une épée sur son épaule et lui a ordonné de se taire et de montrer le chemin. La voici. Le pauvre homme montra une petite fille qui jouait avec un morceau de bois et une cheville, assise par terre près de la maison sous la pluie. La dame ne peut même pas imaginer combien d'efforts il m'a fallu pour la retrouver. Celle qui se fait appeler sa mère la protège bien, s'écria le pauvre homme. Ils ont jeté un sac à ses pieds. Il y avait là beaucoup d'or et l'homme en était content. Pour cela, il devait emporter toutes les informations avec lui dans la tombe. La fille était très belle, avec des cheveux dorés et bouclés. Magnifique camélia, une fleur parmi la boue, un joyau né dans un bordel. Anastasia s'est approchée d'elle et lui a demandé ce qu'elle faisait ici, toute seule, sous la pluie. La jeune fille répondit que sa mère était occupée pour le moment. Cela fit sourire la femme, et elle a demandé à la jeune fille « Tu dois être Léa? Droite ?» La jeune fille fut surprise que la femme connaisse son nom. Puis Anastasia lui a raconté l'histoire. Un jour, une jeune fille enceinte d'une incroyable beauté est venue ici chercher refuge. N'ayant pas de toit au-dessus de sa tête, elle frappait à toutes les portes pour mendier un morceau de pain. Elle dormait parmi des criminels et des sans-abri et avait toujours peur d'être suivie. Quelques mois plus tard, elle donne naissance dans la rue à un bébé, pas comme toutes les pourritures des bidonvilles, un ange aux yeux émeraudes et aux cheveux dorés. Lorsque l'hiver arriva, l'enfant tomba malade à cause du froid impitoyable et se retrouva sans le sou. Pour la première fois de sa vie, sa mère a vendu son corps au médecin de la ville. Et ainsi, 12 ans plus tard, Anastasia a dit à la jeune fille que sa mère était en phase terminale. La petite fille a eu très peur et a couru vers la maison. Le serviteur d'Anastasia l'attrapa et la prit dans ses bras. Elle était trop légère pour une fille de 12 ans. Il en a parlé à la dame. Et Anastasia a répondu qu'il n'y avait plus de temps pour parler maintenant. Et elle lui a ordonné d'emmener des gens et de nettoyer ici. Le gars a demandé « Alors, qu'est-il arrivé à sa mère ?» Et la dame a répondu « Qu'en pensez-vous? Qu'arrive-t-il au feu quand il pleut ?» Et elle espérait vraiment que la mère de la jeune fille ne survivrait pas. Et ils sont partis, emmenant Léa. « Quelle odeur agréable, si douce! Suis-je au paradis ?» pensa la petite fille. Et soudain, elle sauta sur le lit en ouvrant les yeux. Elle était dans une chambre luxueuse, sur un immense lit moelleux. La jeune fille a eu peur lorsqu'elle a vu la servante, et je lui ai demandé s'ils étaient au paradis. La jeune fille sourit et dit qu'elle devait avoir très faim. La nourriture sur le plateau avait l'air très appétissante, mais la fille ne mangeait pas, elle était très inquiète pour sa mère. Elle a demandé à la femme de chambre ce qui n'allait pas avec sa mère. La jeune fille a dit que sa belle-tante lui avait dit que sa mère était malade et qu'elle voulait savoir ce qui n'allait pas chez elle. Elle ne savait pas non plus où il se trouvait maintenant. La servante pensa que la jeune fille n'avait pas faim puisqu'elle ne mangeait pas. Mais ce n'était pas le cas, elle était juste très inquiète pour sa mère. Et puis elle a demandé où était cette belle-tante. La jeune fille répondit que la dame viendrait dès qu'elle aurait mangé et acheté ses affaires. Léa ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin de nager, mais en fait, une odeur terrible s'en échappait. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit et un garçon blond entra en courant. Il a réprimandé la femme de chambre pour ne pas l'avoir appelée dès que Léa s'est réveillée. Le garçon salua Camélia et s'assit à côté d'elle sur le lit. Il s'est présenté sous le nom de Kieran Bale. Léa se recroquevilla de peur. Kieran a demandé de ne pas avoir peur de lui, car il aura 15 ans cette année et n'a que 3 ans de plus qu'elle. Léa se recroquevilla en boule et tremblait toujours. Elle a demandé à la laisser aller chez sa mère car elle ne l'avait même pas prévenue et elle serait très inquiète. Le gars a compris sa tristesse. « Elle doit beaucoup te manquer », a-t-il demandé à Léa. Ensuite, Kieran a demandé à la bonne Betty où se trouvait la mère de Léa. Betty soupira tristement. Mais elle a dit que madame les informerait de cela, et sa tâche consistait uniquement à nourrir et à baigner Léa. Puis la jeune fille se souvint qu'elle devait prendre un bain. Elle se sentait gênée d'être si sale devant Kieran. Il était si beau et propre. Et Betty lui a alors proposé quelque chose à manger après le bain. Elle était très gentille avec la fille. Et Betty a promis de l'aider pour tout quand Léa lui a dit qu'elle ne savait pas comment se laver. Soudain, Kieran toussa et tacha le lit de Léa avec du sang. La fille avait peur. Et Betty a crié d'appeler le médecin. Léa lui a demandé s'il allait mourir. Betty ne s'attendait pas à une telle question, mais a répondu que tout irait bien. Il a probablement beaucoup marché sous la pluie. Et ils sont allés aux toilettes. Après avoir pris un bain et changé de vêtements, la jeune fille et Betty se sont approchées de la chambre de la maîtresse. En entrant, Léa lui dit bonjour et la remercia pour la nourriture.
La dame a noté que la jeune fille avait l'air beaucoup mieux après s'être rangée. Mais Léa a quand même demandé à voir sa mère. Ensuite, Madame Anastasia lui a demandé de venir la voir. Lorsque Léa s'est assise à côté d'elle, la dame a dit que la jeune fille ne pourrait plus voir sa mère. Après tout, elle a commis un crime et volé quelque chose de très cher et de très important pour elle, qui ne pourrait jamais lui être restitué. La jeune fille n'y croyait pas, et des larmes coulèrent de ses yeux. Léa a dit qu'elle retrouverait l'objet, peut-être qu'il s'est simplement perdu. Après tout, sa mère n'est pas une voleuse. Puis Anastasia a appelé Betty. La servante lui apporta une boîte de ciseaux. La maîtresse a dit que désormais Léa était Camélius Bale et lui a coupé ses beaux cheveux. Lorsque Léa s'y est opposée, Anastasia a déclaré « Si vous faites le vœu de vivre comme Camélius à partir d'aujourd'hui, je vous promets que rien n'arrivera à vous et à votre mère. » Alors que Léa s'asseyait sur son lit et pleurait, Betty a dit que sa mère ne serait pas punie, qu'elle recevrait simplement un traitement. Et la dame n'est pas aussi méchante qu'elle pourrait le penser. Mais la fille doit apprendre à obéir. Après tout, c'est le seul moyen de sauver Laura. Léa s'est retournée et a demandé si Betty connaissait sa mère. La femme de chambre a répondu que, bien sûr, elle le savait. « Après tout, c'est la maison de ton père », dit Betty en montrant à Léa son portrait sur le mur. Il lui ressemblait beaucoup. Cheveux, yeux. Et elle se souvint des paroles de sa mère, debout devant le miroir. « Camélia, de ton père tu as de beaux cheveux couleur miel clair et des yeux émeraudes envoûtants. Tu es sa copie, disait toujours maman. » Léa regardait son reflet dans la vitrine et n'avait qu'une seule question en tête. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Les servantes travaillaient près du palais. Ils discutèrent de l'enfant arrivé avec la maîtresse. On dit qu'il est le fils illégitime du marquis. Mais pourquoi la dame l'amènerait-elle dans la maison? Après tout, elle a déjà un fils, Monsieur Kieran. Mais en secret, Monsieur Kieran est malade. Et si les aristocrates l'apprennent, ils prendront les armes contre la maison Bale. Elle leur fait comprendre que même si quelque chose arrive à Kieran, la maison Bale sera toujours aussi puissante entre les mains d'un autre successeur. Lorsque les servantes ont vu Camélius avec Betty dans la rue, tout le monde a remarqué sa parfaite ressemblance avec Kieran. Mais ils se demandèrent seulement si c'était un garçon. Léa s'est plainte à Betty qu'elle ne se souvenait pas de la route sur un territoire aussi vaste du palais, la qualifiant de même. Mais Betty l'a grondée pour ce traitement. Elle n'est qu'une servante pour lui. Et maintenant, il est Bale, le fils du marquis Gillard, et doit apprendre à se comporter comme un aristocrate. Ses cours auront lieu dans la chambre de Monsieur Kieran. Ensuite, Léa a demandé à Betty si elle pensait que sa maîtresse la laisserait rentrer chez sa mère si elle faisait tout comme il l'avait dit. Betty a répondu que la dame était un homme de parole. Et le marquis reviendra bientôt, il a réglé les travaux dans le nord. Et il a déjà hâte de le voir, Camélius Bale. Léa était également intéressée. Cet endroit était très différent des bidonvilles. C'était très beau ici. Mais le beau silence fut brisé par des coups de feu. Et Léa remarqua un beau mec aux cheveux noirs. « Lius, finalement, vous avez quitté la pièce. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais inquiet. » a soudainement crié Kieran et s'est précipité pour serrer son nouveau frère dans ses bras. Kieran a présenté Lius comme son petit frère à ce grand type, Claude. Claude fit signe à Lius de se boucher les oreilles et de tirer vers le ciel sur les oiseaux. L'arôme subtil de la lavande était submergé par l'odeur âcre de la poudre à canon. « Cet endroit regorge de choses belles mais mortelles, » pensa Léa. « Je vois que tu n'es pas du tout inquiet de l'apparition soudaine de ton frère, » a demandé Claude à Kieran, qui jouait avec un vrai pistolet dans la pièce. Lorsque le gars lui a demandé s'il devait s'alarmer, Claude a répondu que son frère était la preuve de la tromperie de son père. Kieran a répondu en disant que la tromperie a un prix, et son frère Lius a déjà beaucoup sacrifié pour cela. En général, il était heureux d'avoir maintenant un frère cadet, et Claude n'a rien à craindre. 2 frères? Ils étaient si semblables, mais complètement différents dans leur cœur. Et pourtant, ils ressemblaient à 2 pois dans une cosse, pensa Claude en regardant Lius jouer dans la cour depuis la fenêtre de la pièce. Pendant le déjeuner, Kieran a dit à son frère qu'il devrait manger plus, sinon il aurait perdu beaucoup de poids. Il s'inquiétait sincèrement pour lui. Madame Anastasia a demandé à Lius comment se déroulaient ses cours. S'il étudie bien, il sera le meilleur de l'académie, tout comme son frère Kieran. Kieran a dit à sa mère que cela ne faisait qu'une semaine depuis le début des cours, et que Lius travaillait dur. Et ces derniers jours, il avait peu dormi à cause des tirs constants sur M. Claude. Lorsque Madame Anastasia est allée dans sa chambre, Kieran a parlé de Claude. Ils se sont rencontrés à l'académie. Claude est l'héritier de la maison Iar, gardienne du Nord. Même s'ils ont le même âge et étudient ensemble à l'académie, ils se montrent de plusieurs manières.
Léa pensait qu'il était à la fois fascinant et effrayant. Kieran a proposé d'aller chasser avec eux la prochaine fois. Lius a déclaré qu'il n'avait même jamais tenu une erreur. Frère, il faut bien commencer quelque part. Léa trouvait son frère trop mignon. Soudain, la porte s'ouvrit, une servante entra et annonça que le marquis était revenu. Kieran en était très heureux. Le marquis descendit de voiture et serra sa femme dans ses bras. Les garçons sont venus à sa rencontre. Kieran a serré son père dans ses bras, et Léa pensait que ce devait être son père. Il appela le garçon, le regarda dans les yeux, le serra fort dans ses bras et lui dit « Bienvenue à la maison, Camélius. J'ai entendu dire que c'était une fille. Nous n'avons pas besoin d'une fille. Pensez-vous qu'une fille puisse se comporter comme un garçon ?» demanda le marquis à sa femme. Elle lui a dit que ce n'était pas pour toujours, seulement jusqu'à ce que Kieran se rétablisse. Et elle a demandé à penser à elle comme un moyen d'entretenir la réputation de la maison. Le gars a dit que c'était sans cœur de sa part de faire souffrir la fille pour le bien de sa réputation. Anastasia a répondu qu'il était sans cœur ici. Après tout, c'était lui qui partageait le lit avec la bonne. Elle a alors pensé qu'il s'agissait d'un passe-temps temporaire qui allait vite devenir ennuyeux. Mais ensuite, avec les premiers pas de Kieran, son ventre a également commencé à grossir. Toute la maison et tous les domestiques obéissaient à ses ordres au cas où elle donnerait naissance à un garçon. Le jour où Kieran est tombé, c'était comme si le ciel était tombé. Le marquis chassa la jeune fille du palais. Et depuis, leur fils souffre. Anastasia ne pourra jamais l'oublier. Le marquis demanda ce qui était arrivé à la mère de Léa. Anastasia a répondu qu'elle était probablement morte ou folle. Son mari a dit qu'elle faisait trop d'efforts. Kieran est peut-être faible, mais personne n'oserait mépriser la maison Bale. Anastasia a répondu que c'était son fils et qu'elle ne resterait pas à l'écart et regarderait. Anastasia a déclaré qu'elle rêvait de temps en temps de la femme responsable de l'état de Kieran. C'est dur à supporter. Et sa femme lui a demandé de ne pas oublier ce qu'elle avait fait. Gilliard a juré à la maison Bale qu'il ne lui pardonnerait jamais. Lorsque les amies et les filles d'Anastasia, de l'âge de Léa, se sont réunies, elles étaient toutes amoureuses de Claude. L'un d'eux a remarqué qu'il regardait quelqu'un. Les filles ont demandé à Anastasia de qui il s'agissait, attrapant de la neige avec sa bouche dans la rue. Et elle dit à la servante d'emmener Lius dans ses appartements, car la rue était encore trop dangereuse pour lui. Ses amis se rendirent compte qu'il s'agissait du fils de la maîtresse qui était traité en isolement. Et l'une des filles a demandé à la dame « Est-ce vraiment un garçon ?» Anastasia frémit face à cette question inattendue. Mais la fille a dit qu'il était tellement beau que tout le monde le confondait probablement avec une fille. « Frère, il est temps pour moi d'aller en cours !» cria Lius en se libérant. « Vous vous trompez, maître Théodore arrive demain matin !» lui répondit Kieran. « Et maintenant, monsieur Claude va vous apprendre à tirer !» dit Kieran en le tirant par la main. Claude était déjà debout, visant, avec un fusil. Claude remarqua Lius et lui demanda pourquoi il essayait alors la neige. Lius a répondu qu'il était juste curieux. Puis Claude lui a donné une arme à feu et l'a aidé à viser. Soudain, après le coup de feu, les domestiques ont crié que monsieur Claude était blessé et qu'il fallait appeler un médecin. Le gars a répondu que tout allait bien, il s'est juste brûlé la main sur le canon de l'arme. Lius a pleuré parce que Claude s'est brûlé. Le gars a été surpris par cette réaction, puis il a demandé au garçon pourquoi il pleurait, car ce n'était pas lui qui était blessé. Lius a simplement roulé une boule de neige en silence et l'a posée sur sa main brûlée. Les larmes coulaient sur ses joues, et la neige fondait et coulait de la main de Claude. Les pensées dans la tête de l'enfant étaient qu'il avait blessé le noble. Que va-t-il lui faire pour cela? Le frapper, le fouetter ou peut-être l'exécuter? Que dira Madame Anastasia? Il a demandé pardon et a mentalement demandé à sa mère de l'aider. Une fille accourut et, repoussant Lius, proposa son aide à Claude et lui donna un mouchoir. La fille a crié après le garçon parce qu'il avait blessé monsieur Claude et à quel point c'était dangereux. Kieran a défendu son frère pour avoir élevé la voix. Kieran a suggéré que Lius demande pardon à monsieur Claude. Ce faisant, Claude jeta le mouchoir dans la neige et lui demanda de recommencer. Lius ne comprenait pas s'il devait s'excuser à nouveau. Et Claude a souri et lui a dit d'appliquer à nouveau la neige, car cela aide bien plus qu'un foulard. Maîtresse Anastasia a frappé Lius sur la joue si fort qu'il est tombé au sol. Elle criait qu'il avait oublié son rôle, simplement exister. Et pour ne pas faire chier le prince et monsieur Claude. En pensant que s'il t'aime, tu peux être qui tu veux. Si vous impliquez à nouveau Kieran dans quelque chose comme ça, je ne serai pas aussi miséricordieux. Votre tâche est simplement de vivre, termina la dame. Quel spectacle, pensa Claude en passant devant la salle le long du couloir. Il resta là un moment, réfléchissant, puis s'éloigna. Lius s'est assis dehors, dans la neige, sous le ciel étoilé, et a pleuré en se souvenant de sa mère. Soudain, Claude s'approche de lui,
fait rouler une boule de neige et l'applique sur ses larmes. Lorsque Lius lui a demandé ce qu'il faisait, Claude a répondu « Alors, qu'est-ce que ça fait ?» Il a secoué la neige de ses mains et est parti. L'enfant était assis là, ne comprenant pas ce que c'était. « Si tu veux l'élever comme un garçon, alors tu dois la respecter, Anastasia », dit le marquis à sa femme. Il lui a fait honte d'avoir frappé leur enfant. Anastasia a déclaré qu'elle n'aurait pas à le punir s'il ne commettait pas d'erreur, et elle aurait fait la même chose avec Kiran s'il avait déshonoré leur nom. Gilliard a demandé si Lius avait déshonoré leur nom, et elle a répondu que la faiblesse engendre la faiblesse lorsque les erreurs sont commises, et quelqu'un d'autre déshonore sa famille. À ces mots, le marquis claqua la porte. En marchant dans le couloir, il a demandé aux domestiques comment se déroulèrent les recherches pour retrouver la mère de Léa. On lui a dit qu'elle avait quitté Lower. Certains disent qu'elle est obsédée par l'idée de retrouver sa fille, tandis que d'autres disent qu'elle se retrouve tout simplement sans argent. Le marquis répondit qu'il n'était pas nécessaire de signaler les ragots, et il dit aux serviteurs qu'il s'était avéré qu'ils avaient trouvé une mine de diamants dans le territoire neutre du Nord. Et sans l'intervention de l'empereur, la terre aurait déjà appartenu au duc Iyar. Le domestique répondit que dans ce cas, une guerre commencerait. Gilliard a poursuivi en disant que des conspirateurs se rassemblèrent déjà autour de Gaillor. Levin Sergio, roi de Gaillor. S'ils l'aident à Delcaza, il leur sera redevable. Leur conversation a été interrompue par la nouvelle selon laquelle Kiran était en difficulté. Une mère pleure sur le lit de son fils malade. Gilliard a demandé au médecin de faire rapport sur la situation. Il a dit que le traitement n'avait apporté aucun résultat. Anastasia a crié pour trouver un autre médicament. Et le médecin a répondu que les meilleurs médecins de l'Empire travaillaient sur le traitement, mais que les poumons du garçon commençaient progressivement à défaillir. Claude propose de l'envoyer en territoire neutre du Nord, à Gaillor. Il y a un médecin là-bas nommé Schmidt, on l'appelle le tout-puissant guérisseur. Gilliard a déclaré que Gaillor bordait Delcaza au sud, et que lui et Kiran pourraient aller au nord pour chercher Schmidt. Et Claude a dit que Schmidt est le médecin judiciaire de la maison de Sergio. Et en plus, il le devait à son père. Claude se sentait également très désolé pour Kiran. Lorsque Claude quitta la chambre de Kiran, il remarqua Lius debout dans le couloir. Le gars a trouvé très étrange qu'il ne puisse pas rendre visite à son frère sans autorisation. Lius s'inclina en voyant Claude. Et il est passé par là, s'est arrêté et a demandé quel âge il avait. Lius se demanda pourquoi il avait fait cela, mais répondit qu'il était midi. Claude lui a demandé s'il allait à l'académie, et il a répondu qu'il avait des cours particuliers. Puis Claude a dit qu'il se retrouverait dans 4 ans à l'académie. 4 ans plus tard, Léa était belle, mais elle était toujours Lius. Sa poitrine était bandée, elle avait 16 ans. Betty a rappelé à Léa qu'il était temps pour elle de se faire couper les cheveux. Ses cheveux s'allongeaient pendant l'absence de sa maîtresse. Et quand la maîtresse reviendra, elle punira tout le monde pour cela. Tous les serviteurs du château prêtèrent attention à Léa. Betty a dit qu'ils étaient juste jaloux de sa beauté. Léa se demandait également comment allait Kiran. 4 hivers se sont écoulés depuis que Kiran est parti vers le nord, à la recherche d'un traitement. Le roi Gaillora l'invita à étudier dans le nord tout au long de son traitement. Gilliard était furieux. Il ne pouvait pas accepter que son fils soit retenu en otage. Et Anastasia était impitoyable et a interdit à Léa de communiquer avec son frère et Claude. Léa espérait que Kiran se rétablirait avant son retour et qu'elle pourrait retourner vivre avec sa mère. Le serviteur a dit à Lius qu'ils étaient venus le voir de l'académie. Les invités ont demandé à Gilliard d'envoyer son plus jeune fils à l'académie. Il a répondu que sa femme, désormais absente, s'occupait de l'éducation des enfants. L'homme informa le marquis que la maison Iyar espérait voir Camélius à l'académie le plus tôt possible. « Claude veut me voir ?» pensa Camélius. Le père répondit qu'il lui faudrait alors une chambre et un domestique. Le professeur répondit qu'il lui fournirait une chambre et que la présence de domestiques était contraire aux règles de l'académie. Maître Théodore a déclaré que Lius avait déjà dépassé ses diplômés. C'était une autre raison de développer ce talent à l'académie. Lorsque Lius entendit les paroles du professeur selon lesquelles son père pourrait lui rendre visite dans la capitale, il commença à supplier son père de le laisser aller à l'académie. Le garçon a promis de bien étudier et de ne pas déshonorer la maison Bale. Ensuite, le père a accepté et a promis de discuter avec Anastasia de sa formation et de son logement près de l'académie. Léa courut le long de la route avec enthousiasme, pensant que sa mère se trouvait quelque part dans la capitale et qu'elle pourrait bientôt la retrouver. Je me demande si elle s'ennuie. A-t-elle oublié sa fille? Elle n'aurait certainement jamais pensé que sa fille ferait partie de la maison Bale. Maman souriait toujours quand ils étaient ensemble. Et ils n'ont jamais eu de secret l'un pour l'autre. C'était bien avec maman. On pouvait parler de tout et on n'avait pas besoin de se cacher.
Léa a décidé que l'académie de la capitale était sa chance de retourner à sa vie passée. Soudain, Camélius fut interpellé par un homme, il venait de l'académie. Il a insinué que Lius n'était en fait pas du bon sexe. Et il a prévenu que les gens pourraient ne pas être aussi gentils avec des gens comme lui. Pipi, la servante de Léa, était très inquiète à l'idée que Lius parte pour la capitale sans elle. Il l'a rassurée en lui disant que ses parents ne le laisseraient certainement pas partir sans elle. Pipi était content. Lius a invité Pipi à lui choisir une tenue dans la capitale. Elle en était contente car elle en rêvait depuis longtemps. Et Léa elle-même pensait seulement qu'elle retrouverait sa mère dans la capitale. Quelques jours plus tard, Lius aperçut la capitale impériale des terres depuis la fenêtre d'une voiture. Son père lui a demandé s'il était vrai qu'il n'avait jamais quitté Lower. Il m'a répondu que ma mère disait que c'était trop dangereux là-bas. Elle avait raison, la capitale n'était pas réputée pour sa sécurité. Mais papa disait qu'avec la bonne compagnie, c'était plein de délices. Gilliard a dit à Lius que le tailleur impérial travaillait dans ce bâtiment et qu'on lui avait demandé de travailler sur son uniforme. Ils étaient sur le point d'entrer quand soudain le prince Wade von Weise les appela. Il a serré Lius dans ses bras et lui a dit que son père avait hâte de le voir. Lius en fut très surpris mais dit à son père que tout allait bien. Et le prince l'accompagne. Wade a plaisanté en disant que cela faisait 4 ans et qu'il était toujours aussi maigre. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était lorsque Claude s'est fait brûler par arme à feu à cause de lui. Wade a déclaré qu'à l'académie, tout le monde ne parle que de Lius et qu'il est désormais célèbre. Ensuite, Lius s'est intéressé à ce qu'il disait exactement de lui. Et Wade a répondu que le jeune Bale, qui n'avait jamais été vu en public, était enfin apparu dans la capitale. En tout cas, Lius était un enfant merveilleux, selon le prince. Mais maintenant, à sa grande surprise, il est devenu très féminin. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle du tailleur, celui-ci avait un client et il dit qu'il était occupé maintenant, puisque Sa Majesté n'avait pas fixé de rendez-vous. Wade s'assit sur le canapé. Il a dit qu'il lui ramenait juste un client perdu. Puis il se tourna vers Lius pour voir qui était chez le tailleur. C'était Claude. Boutonnant sa chemise, il dit à Lius qu'il n'avait pas changé du tout. Et le regardant dans les yeux, il murmura « Bonjour, Camélius ». Lorsque le tailleur prit les mesures de Lewis, Claude était toujours assise sur le canapé. Le tailleur a demandé à Lius de se déshabiller pour que les mesures soient plus précises. Léa a demandé un écran. Et quand elle ôta ses vêtements, le tailleur réalisa qu'il y avait une fille devant lui. Il lui proposa une autre chemise qui cacherait tout ce dont elle avait besoin. Lorsque Camélius sortit de derrière le paravent, le prince l'invita aussitôt à lui rendre visite. Léa n'avait qu'une seule question en tête. Quand est-ce que tout ça va finir? Claude et Wade montèrent à cheval. Lius était assis avec Claude et le prince n'aimait pas beaucoup ça. Claude a dit que c'était pour sa sécurité, car le prince était un mauvais cavalier. Lius vit le palais impérial pour la première fois. Et lorsqu'il fut invité au banquet impérial, il dit que cet endroit était trop merveilleux pour lui. Claude a dit à cela que M. Lius est toujours un flatteur, et que Sa Majesté est trop crédule. Cela a beaucoup offensé Lius. Et Wade a dit que c'était génial. Après tout, il aime les gens qui l'admirent. Claude barre alors le chemin au prince et lui demande de se contrôler. Claude lui rappela que cela était déjà arrivé au fils du comte de Sheringham, et à quoi cela avait conduit. Wade a alors demandé s'il pensait avoir séduit le jeune Sheringham. À cela, Claude répond qu'il vaut mieux être prudent pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Et puis il y a le fait que Camélius est trop beau pour son propre bien. Wade a demandé à Camélius de ne pas tout prendre à cœur, puisque Claude voulait seulement lui faire du mal. Et Lius a dit à Claude qu'il n'était pas un flatteur, mais il essaie simplement toujours d'être raisonnable, peu importe où il se trouve et avec qui, et sans en tirer profit. Et remerciant Monsieur Claude, Lius s'enfuit au palais. Le lendemain, alors qu'il prenait son petit déjeuner au cours de la même campagne, le prince demanda à Lius s'il avait en tête une épouse à épouser. À cela, il répondit que son frère devait se marier d'abord, et le prince annonça que Kiran épouserait sa sœur. Lius était triste de ne pas être invité au mariage de son frère. Claude a dit à Wade que maîtresse Anastasia n'était pas encore revenue, et qu'il n'était donc pas au courant du mariage de son frère. Lius était reconnaissant pour son soutien. Et regardant Lius dans les yeux, Claude dit « J'attends avec impatience le jour où nous nous rapprocherons, Camélius Baye. J'ai hâte d'y être. » Lorsque Camélius partit, Claude interrogea le prince à son sujet. Claude a laissé entendre qu'il semblait apprécier Lius, ce à quoi Wade a répondu « Peu importe qu'ils soient des hommes ou des femmes, tant qu'ils sont beaux, il les aura. » C'est pour ça qu'il aimait Claude et Kiran. Wade a déclaré que Lius pourrait devenir le remplaçant de Kiran dans la société, mais qu'en fin de compte, il deviendrait toujours sa propriété. Pendant que les amis se rendaient au banquet,
Le prince dit qu'il avait déjà refusé beaucoup de filles et qu'il semblait que Sa Majesté cherchait sérieusement à lui trouver une épouse. Claude a demandé ce qu'il en était de la fille du marquis Shelby. Mais Wade était scandalisé que ce soit destiné à Claude. Et tout le monde connaît leurs fiançailles. Claude est devenu bouleversé en se souvenant des fiançailles. Lius avait mal au ventre et fut autorisé à ne pas aller au banquet et à rester à la maison. Puis Léa ôta ses vêtements inconfortables et resta dans sa chemise. Elle prit un pot de bonbons et s'assit sur la fenêtre pour regarder le ciel étoilé et respirer l'air frais. Léa pensait que sa mère se trouvait quelque part là-bas, hors des murs du château. Elle avait très envie de la voir et se demandait si sa mère la reconnaîtrait. Mais soudain, elle entendit une conversation. Les voix lui étaient très familières. « J'ai entendu dire que la princesse Rosina et Monsieur Kieran devaient se fiancer le mois prochain. Nous devrions être les prochains. Qu'en pensez-vous » C'était la voix de Marilyn Shelby. Claude lui a dit que son père bénéficierait davantage si elle se fiançait avec quelqu'un qui était vraiment prêt pour le mariage. La jeune fille lui a demandé s'il plaisantait. À cela, le gaz a répondu qu'il y avait suffisamment d'hommes bons dans l'Empire et que la plupart d'entre eux étaient prêts à tuer d'un seul coup d'œil. Mais Marilyn a répondu qu'aucun d'eux ne pouvait se comparer à lui. Elle l'a remercié pour sa compagnie et lui a dit qu'elle attendrait la prochaine danse avec lui et est partie. En regardant cela, Lius s'est senti gêné et a voulu se cacher et fermer la fenêtre, mais les bonbons se sont déversés du pot et sont tombés directement sur Claude. Lius a eu peur et a fermé la fenêtre. Il pensait que Claude ne chercherait pas sa chambre et n'entrerait pas dans lui. Il était gêné par ce qu'il avait entendu, mais c'était arrivé par accident. Il lui a également laissé tomber des bonbons. Claude entra dans la chambre de Lius et lui demanda s'il pensait vraiment qu'il ne le trouverait pas. Claude a demandé pourquoi il mange des sucreries s'il a mal au ventre. Lius a dit qu'il avait besoin de manger des sucreries pour surmonter le goût du médicament. Puis Claude lui demande de venir s'asseoir à côté de lui sur le canapé. Léa ne voulait pas s'approcher parce qu'elle avait peur qu'il ait remarqué quelque chose. Claude a quand même insisté pour qu'il vienne dire qu'il voulait vérifier quelque chose. Tout ce qu'il voulait dire, c'est qu'il valait mieux faire attention avec le prince Wade. Le prince est un connaisseur de la beauté, et il ne se soucie pas de savoir qui est devant lui. Hommes, femmes, nobles ou paysans, ces mots ne lui disent rien. Ne souriez pas trop en sa présence et gardez vos distances, a dit Claude à Lius. Votre voix est trop charmante, elle peut attiser encore davantage l'intérêt du prince, a poursuivi Claude. Ce à quoi Lius a demandé s'il était jaloux. Léa elle-même n'a pas compris comment elle a demandé « Si le prince aime tout ce qui est beau, alors pourquoi ne vous inquiétez-vous pas pour vous, monsieur Claude ?»« Et pourquoi ?» demanda Claude. « Parce que tu es la plus belle personne que j'ai jamais vue, » dit Léa, et elle s'enfuit rapidement, disant qu'elle était sur le point de prendre une douche. Claude s'assit pensivement puis demanda « Tu as fait de moi ton petit jouet, n'est-ce pas ?» Trouvant la chemise de Léa, il inhala le parfum de la lavande. Neige au printemps. Après 4 ans, Kieran ne s'y est jamais habitué. Assis dans la pièce avec lui se trouvait son ami, Yann Sergio, le 3e prince de Gaiora. Kieran a écrit une lettre et a demandé à Yann de la remettre. Le prince était surpris de savoir pourquoi le gars n'avait pas demandé à sa mère de le livrer à Léa, parce qu'elle y allait. Le gars a répondu qu'il avait déjà envoyé des lettres à Léa à plusieurs reprises, mais qu'il n'avait jamais reçu de réponse. Yann s'est rendu compte que Madame Anastasia ne voulait pas que lui et sa sœur communiquent. Puis le prince se rappela comment Kieran s'était souvent vanté de sa sœur, qui était aussi belle qu'un ange. Il a donc accepté de lui remettre la lettre personnellement. Kieran voulait le prévenir que les choses n'étaient pas si simples avec Léa, mais Yann s'est enfui trop vite, et sa mère entra dans sa chambre. Elle réalisa qu'il avait un prince. Madame Anastasia a dit que c'était certainement une bonne chose qu'elle et le prince soient devenus amis. Mais il ne faut pas oublier que Yann était issu d'une famille ennemie. Et il ne faut pas trop s'approcher de lui. Puis Kieran a décidé d'aller à la bibliothèque. La dame était offensée que ces derniers temps il l'évite de plus en plus souvent. Le gars a répondu qu'il avait juste hâte de rentrer chez lui. Quelques jours plus tard, au palais, Lius et Pipi demandèrent à Betty d'aller en ville. Elle les avertit que dans les rues des terres, les attaques contre les femmes, notamment les femmes nobles, étaient devenues plus fréquentes. Et bien que Lius soit un gars, à première vue, il peut toujours être confondu avec une fille. Mais Lius et Pipi ne l'écoutaient pas et couraient déjà vers la voiture. La mère de la jeune fille a supplié le prince Wade de punir le criminel qui a attaqué Marilyn. Il a déclaré que l'empereur avait personnellement chargé la garde impériale de traquer le coupable. Lorsque Wade et Claude sont sortis, ils ont discuté du fait que le criminel n'attaquait en réalité que les filles nobles. Certains indices indiquent qu'il fait partie d'une faction révolutionnaire qui veut mettre fin à l'Empire.
Cela signifie qu'il sera appréhendé rapidement. Claude a dit à Wade que son travail consistait à tenir compagnie à Marilyn. Le prince fut de nouveau indigné que ce ne soit pas sa bien-aimée. Puis Claude a dit au revoir et est parti. Conduisant à travers la ville en voiture, Claude remarqua Lius et se souvint de la façon dont il avait renversé des bonbons sur lui. Et Léa le remarqua également, figé sur place. Pippi était heureuse d'être ici dans le magasin avec Lius. Elle pensait qu'ils étaient revenus chercher un stylo-plume qui plaisait à monsieur. Mais Léa l'a surprise en lui disant qu'elle avait besoin d'une robe. Pippi a promis de choisir la meilleure robe pour la belle Léa. Léa a décidé d'acheter 5 robes. Quand Léa, se faisant toujours passer pour Lius, regardait les chapeaux, quelqu'un l'a appelée Camélia. Elle a vu un homme en uniforme blanc et lui a dit qu'il s'était trompé. Mais il était sûr qu'il s'agissait de la sœur de Kieran Bale. Lius a insisté sur le fait qu'il s'était trompé. Mais le gars a été frappé par leur similitude. Puis Lius a demandé qui il était. Et le gars a répondu qu'il était son ami et qu'il voulait la rejoindre autour d'une portion de luxueux sorbet aux fruits. Lius accepta. Lorsqu'ils étaient assis au café, le prince se sentait étouffé et voulait s'asseoir sur la terrasse. Mais Lius s'y opposa, car ses vêtements portant la bannière Gaillor étaient trop visibles. Yann a répondu que ses vêtements étaient visibles, évidemment pas autant qu'il faisait semblant d'être un homme. Lius a protesté en disant qu'il était vraiment un homme. Et Lius a demandé comment allait son frère là-bas et comment il se sentait. Yann a répondu que c'était bien, mais qu'il attendait depuis longtemps des nouvelles de sa sœur. Il s'est avéré que son proche n'a répondu à aucune lettre. Lius était surpris car il n'avait jamais reçu de lettre de son frère. Yann a dit qu'il savait qu'il n'avait pas été livré. Mais Kieran écrivait chaque mois à sa chère sœur. Mais il n'a jamais reçu de réponse de sa part. C'est pourquoi il a demandé de l'aide. « La seule façon de me faire partir est d'arrêter de faire semblant, Camélia, » dit le prince. Mais Lius a insisté sur le fait qu'il s'appelait Camélius. Ensuite, Yann a déclaré que Kieran reviendrait bientôt à Corsor et qu'il pourrait lui rendre personnellement la réponse tant attendue. Et il lui remit l'enveloppe entre ses mains. Léa tenait l'enveloppe dans ses mains et se demandait ce qui lui arriverait si son frère se rétablissait et rentrait chez lui. Reviendra-t-elle dans la vie de Camélia? Monsieur Yann a vraiment aimé Léa et a demandé la permission de l'inviter à Gaillor. Il espérait vraiment la rencontrer à la maison, comme Camélia, et lui baisa la main. Assise devant la lettre de réponse, Léa se demandait par où commencer. Betty a demandé pourquoi elle avait acheté 5 robes pour Pippi. J'ai aussi mangé un dessert avec un étranger. Betty était inquiète car il faut être plus prudent avec les étrangers, et encore plus après l'apparition d'un criminel qui a attaqué Marilyn Shelby. Léa a décidé de prendre un moment et de demander comment Madame Anastasia l'avait trouvée il y a 4 ans. Après tout, la capitale est si grande qu'elle n'a pas pu la trouver par hasard. Betty a répondu que l'un des domestiques avait déjà rencontré Laura. Léa a demandé qui exactement, et Betty a dit que la dame l'avait renvoyée. Puis Léa a demandé pourquoi cela lui était arrivé. Betty a répondu que la dame était toujours préoccupée par la mauvaise santé de Kieran et que des doigts étaient pointés vers lui. Et tout le monde discutait d'autres héritiers possibles. Les proches ont commencé à faire pression sur la dame pour qu'elle adopte l'un de leurs fils. Mais elle savait que son fils ne survivrait pas, même s'il se rétablissait. Après tout, leur plan était clair. C'est ce qui l'a amené à Léa. Léa a admis à Betty que Kieran reviendrait bientôt et qu'elle ne serait plus nécessaire. Et puis elle partira à la recherche de sa mère. Quand Léa nageait à nouveau dans ses vêtements dans la piscine, elle pensa au fait qu'elle avait tellement envie de sortir d'ici, mais en même temps, quelque chose la retenait ici. Allongée sur le dos dans l'eau, elle remarqua le regard de quelqu'un sur elle. C'était Claude. Il s'assit près de la piscine et ne la quitta pas des yeux. Puis Lius est sorti de l'eau et a demandé à Claude ce qu'il faisait ici. Il a dit qu'il avait confondu les dates d'arrivée de Kieran. Mais en fait, il savait que ce n'était pas aujourd'hui. Et alors Claude a enlevé sa chemise et a dit qu'il voulait nager avec Lius et que ce serait leur première baignade ensemble. Lius voulait partir, mais Claude lui attrapa la main et l'entraîna dans l'eau. En sortant de l'eau, Léa craignait qu'il puisse voir quelque chose à travers sa chemise mouillée et elle s'enveloppa dans une serviette. Claude s'allongea sur une natte dans l'herbe et invita Lius à s'asseoir à côté de lui. Lius s'est assis à côté de lui, mais a dit qu'il pouvait entrer s'il voulait faire une sieste. Claude lui a demandé de rester. Le gars a demandé ce que Lius comptait faire au retour de Kieran. Après tout, le premier héritier obtient tout et le reste, rien. Lius a répondu qu'il avait déjà des projets pour l'avenir. Et Claude lui propose d'être son majordome à la cour d'Yar. Il s'agissait d'une position de leadership importante. Léa fut surprise par cette proposition, car elle pensait qu'il la détestait. Mais Lius lui a dit qu'il ferait ce qu'il voulait et que l'argent n'était pas important pour lui.
Ensuite, Claude lui a dit de ne pas dire de bêtises et lui a demandé de le réveiller dans 1 heure. Pas les domestiques. Léa l'admirait les yeux fermés. Quand Claude s'endormit, Léa lui caressa les cheveux et pensa qu'à chaque instant, il lui serait de plus en plus difficile de quitter cet endroit. Il était tard dans la nuit lorsque Léa se réveilla dans son lit. Elle a appelé Pipi et lui a demandé ce qu'elle faisait ici. Après tout, elle était dans la rue. Pipi a répondu que Léa s'était endormie dans la rue et que M. Claude avait dû la porter dans la chambre dans ses bras. Pipi en fut très surprise, tout comme Léa elle-même. Lorsque Léa lui a demandé où il se trouvait, Pipi a répondu qu'il était déjà rentré dans la capitale, et Pipi a emmené Léa se baigner avec de nouveaux shampoings. Les nouveaux shampoings sentaient tout simplement merveilleux. Léa a demandé à Pipi si elle était lourde. Pipi a répondu qu'elle était aussi légère qu'une plume, et même plus légère qu'elle ne devrait l'être. Léa craignait d'avoir causé beaucoup de désagréments à M. Claude, et elle est sûre que la prochaine fois il dira qu'elle est trop maigre pour un homme. À cela, Pipi répondit qu'elle s'inquiétait d'autre chose. Après tout, Léa a grandi et il sera désormais de plus en plus difficile de convaincre les autres qu'elle est un homme. Pipi a demandé combien de temps elle allait se cacher, car M. Kieran se sentait déjà mieux. Léa lui a crié qu'elle dépassait déjà les limites. Mais en fait, je pensais que Pipi avait raison. Et elle se souvint des paroles du prince Yann, qui voulut bientôt la voir comme invitée, comme Camélia. Camélia a décidé que si elle veut retrouver sa mère et retrouver sa vie, elle doit alors s'assurer que ces deux-là, Yann et Claude, ne l'exposent pas. Kieran a serré Léa dans ses bras et lui a raconté comment elle avait grandi et était devenue une vraie dame. Léa a également déclaré que lui aussi avait grandi et changé. Maîtresse Anastasia a dit à Lius qu'il s'était bien débrouillé en leur absence. Elle comprit que les frères voulèrent se rattraper, mais qu'ils avaient besoin de discuter de quelque chose. Assise dans la pièce avec Léa, Anastasia a demandé si elle et son frère avaient communiqué pendant toutes ces 4 années. Léa a dit non, mais elle pensait que Kieran était un frère attentionné. La dame a dit qu'elle avait entendu dire que Lius partait pour la capitale dans 2 jours. Lius a répondu qu'il avait pu obtenir une place à l'académie grâce à sa gentillesse. Anastasia a répondu que M. Théodore parlait chaleureusement de lui. Et la dame félicita Camélius pour son bon travail. Elle a dit qu'il était désormais digne d'être le frère de Kieran. Anastasia a demandé s'il était possible que Léa veuille retrouver sa mère dans la capitale. Léa a répondu qu'elle la retrouverait quoi qu'il arrive. Anastasia a dit qu'elle ne comprenait pas, puisqu'elle est déjà entrée dans la haute société. Et tous les nobles la connaissent sous le nom de Camélius. Et elle ne peut pas se présenter comme une fille. La tâche de Léa est de vivre dans l'ombre comme ils l'ont convenu. Anastasia avait un plan. La dame a dit qu'il y avait un moyen de retrouver sa mère. Mais nous ne pouvons pas nous précipiter et cela prendra du temps. Il ira donc à l'académie. Et puis quand tout le monde commencera à l'oublier, ils organiseront des funérailles pour Camélius Bale. Et elle pourra à nouveau retourner dans la vie de Camélia. Léa a été très surprise et Anastasia lui a dit qu'elle voulait juste tenir la promesse qu'elle lui avait faite lorsqu'elle l'avait amenée ici. La jeune fille a joué son rôle encore mieux que prévu. Kieran s'est rétabli grâce à elle. Anastasia souhaite donc la remercier de cette manière, et pourtant elle a permis à Lius d'assister aux fiançailles de Kieran. Après cela, il retournera à Gaillor. Il a tellement soif de connaissances. Alors Léa a demandé une faveur, pardonner à sa mère. « Pardonne-moi. » Quelle demande effrontée. « Comment oses-tu demander ça ?» demanda Anastasia. « Insolent ? Si demander pardon est impudent, alors quelles ont été ces 4 années que j'ai vécues en tant qu'homme ? J'ai accepté de vivre comme Camélius afin de mériter le pardon de ma mère. Alors s'il vous plaît, pardonnez-nous enfin, demanda Léa. Ça suffit, maman. Des funérailles pour les vivants ? Camélia est membre de la maison Baille par le sang. Elle fait aussi partie de notre famille. Kieran a défendu Léa. Anastasia a ri et a dit à Kieran que Camélius était venu dans leur famille juste pour lui. Et maintenant, cela ne sert plus à rien. Et les choses inutiles doivent être jetées. « Tu es une honte pour la maison de Bale, mère ?» dit Kieran. Madame Anastasia était indignée. Comment ose-t-il lui parler ainsi? Léa sortit de la pièce et son frère l'appela Camélia. Et elle répondit qu'elle s'appelait Camélius et quitta la pièce. Camélia s'est assise devant la piscine et a pleuré. Elle ne comprenait pas comment Madame Anastasia avait pu imaginer une chose pareille. Funérailles? Après tout, ces 4 années qu'elle a passées en tant que Camélius n'étaient pas que des mensonges. Et elle ne pourra jamais revenir ici après son départ pour la capitale. Mais pourquoi était-elle si attachée à cet endroit? « Pas maintenant, Pipi, je veux être seule, » dit Léa à celui qui s'approchait d'elle. « Je vois que tu n'es toujours pas une fille, » lui dit le prince Yann. « Content de te revoir, Camélia, pourquoi pleures-tu » continua-t-il alors qu'elle se retournait.
Dieu merci, Marilyn, vous y êtes allée, a déclaré son Altesse lors d'un banquet au palais. Marilyn Shelby l'a remercié pour son inquiétude. Puis Marilyn remarqua Claude et le salua. La jeune fille voulait le remercier de lui avoir rendu visite alors qu'elle était inconsciente. Mais Claude a eu froid et a dit qu'il était temps pour lui de partir, puisqu'ils s'étaient déjà rencontrés. Marilyn répondit que la réception n'avait même pas encore commencé. Ensuite, le gars a dit qu'il devait rendre visite à Kieran. Bien que cela ne plaise pas à la jeune fille, il demande pardon et prend congé. Alors que le prince Yann et Claude montèrent dans la voiture, Yann a informé Claude que Kieran était revenu avec un invité. Troisième fils du roi Lewin, chien de guerre fou. Les gars ont discuté du fait qu'on ne pouvait pas faire confiance à ces sauvages de Gaillor. S'il ressemble un peu à son père, cela signifie qu'il prend ce qu'il veut. Le prince était surpris que Kieran traîne avec quelqu'un comme Yann. Mais Claude a répondu que c'était Yann qui protégeait Kieran lorsqu'il était à Gaiora. Wade était en colère et Claude aussi. Après tout, vous ne pouvez pas communiquer avec l'ennemi. Claude a répondu que Kieran était aussi un noble et qu'il savait ce qu'il faisait. Et pourtant, cela ne change rien au fait que Kieran a affaire à un prince ennemi. Mais si quelque chose arrive à Yann Sergio pendant qu'il est ici, alors la guerre sera inévitable. Depuis, le conflit autour des mines de diamants en territoire neutre a ébranlé la stabilité de la région. Camélius a demandé au prince Yann d'arrêter de le poursuivre. Il montra au prince où avait lieu le banquet. Mais le prince a dit qu'il était ici à cause d'elle, Camélia. Alors que Lius était sur le point de partir, il glissa et tomba dans les bras du prince Yann. Il l'a appelée Camélia et elle a répondu. Kieran appela Léa et regarda Yann avec indignation. Après tout, il a demandé au prince de l'attendre dans la salle. Et il est venu ici, chez Léa. Yann a répondu qu'il s'ennuyait et a décidé de se promener. Et sentant une odeur familière, ses pieds eux-mêmes le conduisirent à Camélia. Kieran grimaça en disant qu'Yann suivait l'odeur comme un chien. Et il a dit qu'il était temps pour lui de retourner dans la salle. Et il a demandé à Léa si elle avait déjà rencontré le prince. Léa a répondu qu'il prenait juste un sorbet pour le dessert et qu'il ne la dérangeait pas du tout. Dans ce cas, il était temps pour eux de se rendre chez les invités. C'étaient le prince et le duc. Wade s'assit sur le canapé à côté de Claude. Il a dit que lui et Kieran feraient cela, Sergio, et qu'il regarderait les étoiles avec son bien-aimé Camélius. Mais Claude a objecté que son Altesse devait rester ici pour résoudre tous les problèmes. Wade réalisa que Claude s'inquiétait pour Lius. « Je vois que tu ne le traites plus comme une copie de ton frère. » Un changement d'avis inattendu, a déclaré Wade à Claude, remarquant son affection pour Lius. Claude a répondu que ses pensées n'avaient pas changé, il était juste assez drôle. Et en regardant Lius, son humeur s'améliore. Le gaz a raconté au prince comment, il y a quelques jours, il lui avait proposé de travailler comme majordome dans la maison Iar, mais il a refusé. Wade a demandé si cela le dérangeait tellement qu'il riposterait par l'humiliation, jusqu'à ce qu'il en ait assez. Claude a répondu qu'au contraire, maintenant il le veut encore plus. Camélius est une œuvre d'art sur laquelle Madame Anastasia a travaillé si dur. Il est unique parmi toute cette noblesse pourrie. Il n'est pas du tout comme tous ces cochons qui se cachent derrière les titres de leur père, qui ne sont rien d'eux-mêmes. Il souhaite donc se l'approprier. Wade von Weisse et Claude de Hyar se sont présentés à Yann Sergio. Yann a demandé à Claude s'il était le dirigeant de Delcaza. Claude répond que son père est toujours en bonne santé. Yann a remarqué que tout ce qui appartient à son père deviendra quand même à lui. Claude l'a remercié de s'être occupé de Kieran à Gaiora. Lius se leva et se demanda quand tout cela finirait et pourquoi il avait besoin d'être présent. Il était heureux que Madame Anastasia vienne maintenant et qu'il communiquerait sans lui. Mais lorsque le prince Yann fut appelé pour se rendre dans une autre pièce, il dit qu'il serait retardé car il devait terminer sa conversation avec Camélius. Tout le monde en a été surpris, et Claude a dit que son Altesse l'attendait. Et Lius a demandé de reporter la conversation à plus tard, puisque son Altesse est bien plus importante. Mais Sa Majesté Yann Sergio a déclaré « Vous vous trompez, Camélius, vous êtes plus important pour moi. Tu n'as toujours pas dit pourquoi tu as pleuré ?» Claude les regardait, ne sachant que faire. Et Kieran interrompit Yann avec son regard sévère. Et Yann lui a dit qu'il ne faisait que taquiner Lius. Ensuite, Claude a invité tout le monde à entrer dans la salle. Assis à table, Wade a demandé à maîtresse Anastasia si Camélius voulait les rejoindre. Anastasia a répondu que Lius était retourné dans ses appartements et qu'il ne se sentait pas bien. Sa longue absence lui a probablement coûté cher. Et maintenant, elle veillera à ce qu'il soit correctement soigné. Mais Claude ne la comprenait pas, car le prince disait avoir trouvé Lius en train de pleurer seul dans la rue. Claude pensait que personne ne voudrait manger dans un tel environnement. On dirait qu'aujourd'hui, il ne mangera à nouveau que des sucreries, a-t-il déclaré à voix haute. Madame Anastasia, assise à proximité,
a entendu cela et a demandé ce qu'il voulait dire. Et le prince Yann a mis de la nourriture dans une assiette et a demandé à la femme de chambre de l'apporter dans la chambre de Lius. Et il m'a demandé de lui dire que refuser de manger est nocif pour la santé. Mais si son état de santé se détériore, il peut toujours l'emmener avec lui à Gaillor. Maîtresse Anastasia était en colère. Et Kieran l'a remercié pour son inquiétude et a dit qu'il se souviendrait de sa proposition au cas où. Mais Kieran se dit que cet endroit ne convenait pas à une fille aussi sans défense. Même Gaillor ressemble à un conte de fées comparé à cette fosse aux lions. Le prince Yann a déclaré qu'à son avis, cet endroit ne convenait pas à Lius, et il a demandé à Claude ce qu'il en pensait. Claude restait silencieux. Puis Yann a dit qu'il parlait de venaison. À Gaillora, ce plat est considéré comme un mets délicat. Mais Claude a demandé pardon pour ses paroles suivantes, qu'il a été contraint de prononcer. La viande de Gaillor ne mérite pas une place sur la table impériale. Apparemment, comment dire, je pensais qu'il m'avait apporté un truc pourri, a poursuivi Claude. Claude décide de mettre fin à cette querelle et demande à la dame la permission de les rejoindre plus tard, lorsque les boissons seront apportées. Et il sortit se promener dans le couloir. Le gars marchait dans le couloir et se demandait si Camélius l'évitait pour s'amuser avec le sauvage en visite. Soudain, il remarqua une femme de chambre avec un plateau. Puis Claude l'arrêta et lui demanda si c'était de la nourriture pour Camélius. Il a demandé qu'on lui apporte des friandises de la table à la place de cette nourriture. La servante dit que c'était le prince qui avait demandé de lui apporter cette nourriture. Et Claude lui a demandé si elle voulait lui donner à manger cette crotte de Gaillor. Claude lui dit « Prenons à Camélius ce qu'il aime vraiment. » Lorsqu'ils se sont approchés de la porte de Lius avec un bol de bonbons et ont frappé à la porte, personne ne l'a ouverte. Dehors se trouvèrent Betty et le reste des servantes avec qui Léa vivait depuis 4 ans. Ils ont dit qu'ils avaient décidé de lui organiser une fête de départ. Léa était heureuse que tous ces gens se soucient autant d'elle. Ils lui ont demandé de ne pas les oublier à son arrivée dans la capitale et l'ont remercié pour sa gentillesse à leur égard. Lorsque Betty s'est approchée d'elle, Léa l'a serrée fort dans ses bras et lui a demandé de promettre qu'elle prendrait soin d'elle après son départ. Betty a dit qu'elle avait déjà informé Pipi de ses tâches. Il ne devrait donc pas avoir de difficultés. Léa a remercié Betty pour son inquiétude. Betty a également demandé de ne pas se promener la nuit et de faire attention aux étrangers, en particulier à ceux qui vous attireraient avec des bonbons. Ce sont les pires. Et elle m'a demandé d'être sûre de retrouver ma mère. Léa s'assit à table pensant que c'était probablement la dernière fois qu'elle verrait tout le monde ici. Soudain, la servante apporta un vase de bonbons, et derrière elle se tenait Monsieur Claude. Quand Léa était plus jeune, elle le considérait comme un noble typiquement arrogant. Mais il n'existe pas un seul mot pour décrire Claude de Hijara. C'est le genre de personne qui vous rend nerveux par peur d'être ridiculisé. Quelqu'un qui aime parfois s'amuser. Celui qui sent la lavande. Un homme mystérieux qui fait preuve de gentillesse quand on s'y attend le moins. Mais je ne suis plus une petite enfant qui aime les sucreries, pensa Léa en mettant le bonbon dans sa bouche. Le lendemain matin, les servantes ont dit au revoir à Camélia dans la rue. Kieran est sorti pour lui dire au revoir et a serré Léa dans ses bras. Il demande pardon pour sa mère qui ne peut pas sortir. Kieran lui a demandé de ne pas prendre cela à cœur, et il lui rappela qu'il lui rendrait bientôt visite à Éther. « D'accord, alors j'y vais, » dit Léa. Le prince Sergio voulait dire au revoir à Liu, mais il avait froid et lui dit « Prends soin de toi. » Yann a demandé pourquoi il le détestait autant. Lius a répondu que ce n'était pas du tout le cas. Yann le met tout le temps dans une position inconfortable. Lius voulait monter dans la voiture, mais le prince Wade était déjà assis là. Comme le prince se sentait très mal après le vin Gaillor, il dit qu'il prenait cette voiture pour lui-même et que Lius devrait en trouver une autre. « Tu viens ?» demanda Claude à Lius, debout près de sa voiture. Kieran a suggéré que Lius accepte l'offre de Claude. Après tout, une voiture est bien plus rapide qu'une calèche, et Kieran a promis que ce serait amusant. Et aussi, Claude pourra s'occuper de lui. Ces mots ont fait rire Yann. « Ne devrait-il pas être la première chose dont il faut s'inquiéter ?» dit-il à Lius. Mais il a répondu qu'il ne comprenait pas de quoi il parlait. Puis Yann attrapa la main de Léa et lui murmura à l'oreille. « Tous les hommes sont des animaux, Camélia, sois prudent. » Léa était indignée par ses propos. Claude a demandé à Lius de se dépêcher. Alors que Lius montait dans la voiture, s'excusant pour le retard, Claude a déclaré que ce n'était pas de sa faute. Mais en fait, ils sont en retard parce que son Altesse s'est enivrée de ses conneries de Gaillor. Et comme Lius en avait fini avec ses adieux, ils sont partis. Lius tremblait fortement à cause de la course rapide. Claude lui tenait la main. Il a demandé si Lius mangeait bien, car ses bras étaient très maigres. Lius a répondu que son estomac était comme un gouffre sans fond,
et ses friandises que lui envoyait M. Claude étaient si douces que ses lèvres se collaient. M. Claude porta la main à son visage et le sentit. Il a dit qu'il sentait toujours le bonbon, et il semblait plus doux qu'il ne le pensait. Lorsque Lius s'est endormi dans la voiture à cause du long voyage, Claude l'a regardé et a pensé que pendant toutes ces années, il n'avait pas changé du tout. Son odeur attirait tellement Claude. Cela lui semblait trop doux, comme pour un homme, et rien chez lui ne ressemblait à un homme. Claude pensait qu'il devenait fou, et il lui embrassa les lèvres. Lorsque Léa est descendue de la voiture, elle a pensé qu'elle avait dû se cogner la tête pendant qu'elle dormait, car sa tête lui faisait mal à l'endroit de la blessure, et pour une raison quelconque, ses lèvres étaient mouillées. Elle espérait qu'elle ne bavait pas dans son sommeil. Ils s'approchèrent d'une belle maison fleurie. Claude a demandé pourquoi Lius vivrait ici et pas dans le dortoir. Il a répondu que son père craignait qu'il ne s'habitue pas au mode de vie du foyer. « Quelqu'un comme toi aurait la plus grande chambre du dortoir », lui dit Claude. Lius a répondu qu'il était une personne plutôt privée. Claude se souvint alors du calme avec lequel il s'était comporté avec l'homme qu'il venait de rencontrer. Sa timidité ne semble pas s'étendre aux étrangers. Lorsqu'ils furent déjà à l'intérieur de la maison, Claude demanda pourquoi Lius ne restait pas chez le marquis de Bayle. Il a répondu que cet endroit était trop grand pour lui. Mais Claude n'y croyait pas et demanda s'il y avait une autre raison. Ensuite, ils montèrent les escaliers jusqu'à la chambre de Lius. Elle était belle. Il y avait une vue magnifique sur la ville depuis la fenêtre. Et à Corsor, il n'y avait que des forêts et des arbres. Claude lui a dit d'en profiter tant qu'il le pouvait. La nuit, la ville devient bruyante. Et il demanda à quoi pensait le marquis, en l'envoyant ici vivre seul. Lius ne comprenait pas pourquoi Claude était si bouleversé à l'idée de ne pas vivre dans le dortoir. En partant, Claude a dit à Lius de manger moins de sucreries et de manger normalement, au moins une fois, sinon lui-même se transformerait bientôt en un gros bonbon. « Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ?» pensa Léa. Elle vérifia s'il était vraiment parti en regardant par la porte. Et puis, elle a ouvert son placard avec des robes et une perruque. « Maman ne me reconnaîtra jamais si je ressemble à un garçon », pensa Léa en tenant la perruque dans ses mains. Mais elle craignait d'avoir tellement changé que sa mère ne la reconnaisse toujours pas. Claude était assis dans sa piscine et se souvenait de ce baiser. Le conducteur l'a également remarqué. « Bon sang, c'est un homme », pensa Claude en se couvrant le visage avec ses mains. Le matin, debout à la fenêtre, Claude réfléchit que non seulement Lius ne ressemblait pas à un homme, mais qu'il s'était installé dans un endroit plus adapté à une fille. Il pensait que son sentiment n'était qu'une simple curiosité. Mais ses pensées furent interrompues par une servante, qui lui apporta une lettre remise du palais. Quelques jours auparavant, lorsque Camélius était arrivé à l'académie, tout le monde chuchotait dans son dos, sur le fait qu'il est le plus jeune fils du marquis et sur le fait qu'il ne ressemble pas du tout à un mec. Il a été accueilli par un professeur qu'il connaissait déjà et l'a emmené en classe d'examen. Le professeur a félicité Lius et a déclaré qu'il avait hâte de connaître les résultats de son examen. Sur le chemin du bureau, ils rencontrèrent Claude. Il se leva et ne regarda pas du tout Lius comme s'il le regardait. Et Lius ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Lorsque Lius est entré dans le bureau, les gars dans le couloir ont commencé à discuter et à l'insulter, disant qu'il était un salaud né dans un marais. Et comment le marquis Bayle a-t-il pu oser l'amener à l'académie? Et puis Claude intercéda et dit qu'il n'avait pas le droit d'insulter le fils du marquis de Bayle, le favori de l'empereur. Et eux-mêmes sont des fils de petits comtes à la tête vide. L'un d'eux a dit qu'il ne voulait rien dire de mal, il voulait simplement dire que Lius était une proie facile pour toutes sortes de pervers. Claude fut effrayé par cette phrase. Alors que tout le monde se rassemblait dans l'auditorium pour l'examen de Lius, le directeur a déclaré qu'il attendait de grandes choses de sa part. Claude n'aimait pas le comportement du réalisateur. Lius se souvient de ses cours avec le professeur, qui disait que l'académie enseigne la société. Autrement dit, ils étudient une société idéale dans laquelle les gens obtiennent ce qu'ils méritent, et que l'avenir d'une personne ne dépend pas de son statut social. L'Académie enseigne également les mathématiques et la littérature, afin de comprendre comment construire une telle société. Mais en réalité, ils se sentaient très mal à l'aise à l'Académie. Et ce n'est pas du tout un examen d'entrée. Pour eux, il n'est qu'une personne, avec des rumeurs sur sa naissance. Et ils ne se soucient pas de ses connaissances. Ils vérifient ce qu'il devrait savoir en tant que membre d'une famille noble. Ils décident s'il est digne d'en faire partie. C'est en quoi consiste une célèbre académie. Ils sentaient que ses attentes étaient trop élevées. L'heure des examens est terminée, et pourquoi le directeur est-il venu? Il a dit qu'il espérait que Lius ferait de son mieux. Et il m'a demandé d'attendre un peu pour qu'il puisse tout vérifier.
Lius remarqua que Claude était toujours là. Le comité a félicité Lius pour son excellente performance. Il est le premier à réaliser un score parfait depuis Kieran Bale. Il semble que ce génie soit dans leur sang. Son Altesse Wade a félicité Lius et a déclaré qu'il était à la hauteur de sa réputation. Et Lius a répondu qu'il avait juste une bonne mémoire. C'est tout le secret. Le prince Wade a déclaré que c'était la chose la plus difficile. Et il a ajouté que puisqu'il avait un score parfait, il pouvait choisir la classe à rejoindre. Le directeur a déclaré qu'il serait possible de choisir une auberge, mais que dans son cas, cela ne serait pas utile. Mais il lui semble que la 9e année conviendrait mieux à Liu. Lius a demandé s'il devait répondre maintenant, et le professeur a répondu qu'il avait une semaine pour le faire et lui a proposé de lui faire visiter l'académie. Mais Claude a suggéré qu'il ferait lui-même visiter l'académie à Lius. Le professeur a dit que c'était inattendu, mais Claude lui a rappelé combien de temps il avait attendu que Lius entre à l'académie. Ensuite, Léa se souvint de la façon dont le professeur avait persuadé son père et lui dit que la maison Iar espérait voir Camélius à l'académie le plus tôt possible. C'était donc vrai. Claude passa son bras autour de la taille de Lius et l'emmena faire un tour. Le prince Ian, regardant cela, pensa « Eh bien, mais ne dit rien, se contentant de s'occuper d'eux. » Lui tenant la main, Claude conduisit Lius dehors, et il lui a dit que Lius n'irait pas en 9e année. Lius a été surpris, car le réalisateur a dit que ses connaissances étaient suffisantes. Claude a déclaré que le réalisateur Eddie Kirchman le regardait avec beaucoup de méfiance, et il y a beaucoup de rumeurs étranges à son sujet. « C'est tout ?» demanda Lius surpris. « Vous ne comprenez pas ?» demanda Claude. Mais Lius a dit à Claude qu'il était ici en tant qu'étudiant et qu'il n'était pas intéressé par les ragots sur les professeurs. Avec le recul, Léa ne comprenait pas que ses pensées étaient trop occupées par un avenir incompréhensible. Son objectif était d'obtenir son diplôme le plus rapidement possible. Après tout, lorsque Kieran rentrera chez elle et que sa mère sera retrouvée, elle ne pourra plus poursuivre ses études ici. Et elle ne voulait pas créer encore plus de problèmes. Lorsque Lius répondit à Claude, « Quelle différence l'orientation du professeur fait-elle? Cela ne me concerne en aucun cas, » s'étonne Claude. « Cela ne s'applique donc pas à moi? Es-tu sûr? » Ensuite, Lius a demandé à quitter ce sujet et a dit qu'il réfléchirait à ses paroles. Lius a vu l'hippodrome et a commencé à poser des questions sur les chevaux et les célèbres écuries de l'académie. Claude lui a demandé de ne pas changer de sujet et de choisir la 8e année, puisqu'il ne pourra pas respirer s'il choisit la 9e année. Et il s'assiera devant des manuels toute l'année. Léa se demandait pourquoi il ne lui avait pas immédiatement tout expliqué sur le cours. Lorsqu'un cheval s'approchait d'eux, Lius voulait le caresser, mais Claude lui retira la main, disant que le cheval pourrait mordre. Lorsque Claude revit ses lèvres brillantes et si invitantes, il eut envie de les embrasser. Mais il a repris ses esprits à temps et a dit qu'il y avait quelque chose sur son visage qui devait être enlevé. Claude remarqua 2 types en uniforme qui s'approchaient d'eux. Ensuite, il a demandé à Lius de se rendre chez lui, tout droit le long de la route, et ils continueraient l'excursion une autre fois. Les gars ont dit qu'ils étaient revenus accompagner M. Claude. Depuis, il a reçu l'autorisation de Sa Majesté, mais à condition que son peuple rejoigne la garde de la ville. Cela signifiait que l'empereur lui permettait de mener l'enquête. Claude a demandé s'ils avaient trouvé le coupable. Sa Majesté pense qu'elle ne peut pas aller loin et qu'il n'y a qu'un seul endroit. Lower. Claude a ordonné qu'on retrouve quelqu'un qui connaît les lieux, et ils iront enquêter ce soir. Le gars caressa pensivement son cheval. Le soir, près de la maison de Camélia, Pippi lui a demandé si elle pouvait se débrouiller seule. Camélia était magnifique, dans une robe chic avec des cheveux longs. Pippi craignait qu'il soit dangereux pour elle de sortir dans une telle tenue. Les gens comprendront immédiatement qu'elle n'est pas locale. Léa a répondu que Pippi ne connaissait pas Lower aussi bien qu'elle. Léa a interrogé Pippi à propos de ses cheveux, si cela la faisait trop ressortir. Pippi a répondu qu'il ne s'était pas vue depuis trop longtemps et qu'elle ne la reconnaîtrait pas sans eux. Alors Camélia pensa que Pippi avait raison et lui dit « Je serai bientôt de retour ». Le cocher la conduisit et lui dit « Attends-moi dans la partie nord jusqu'à mon retour ». Il lui a demandé si elle connaissait la région. La fille a répondu que c'était suffisant pour survivre. Léa reconnut l'endroit, juste là, au coin de la rue, où elle vivait avec sa mère. Léa courut, la maison était déjà si proche. Un gaz est sorti du coin et elle l'a percuté et a failli tomber, mais il l'a rattrapé. C'était Claude. Camélius. La première chose que Claude pensa et demanda en regardant la jeune fille dans les yeux. « Monsieur Claude? Mais que fait-il ici ?» pensa Léa. Léa se couvrit la tête avec sa capuche et se tourna pour partir.
Claude s'est excusé de l'avoir confondu avec quelqu'un d'autre. Il pensait que ses yeux se moquaient déjà de lui. Eh bien, il ne se peut pas que cette fille soit Camélius. Puis il lui a demandé de lui dire son nom, mais elle est restée silencieuse. Léa pensait qu'il était trop proche d'elle et restait silencieuse. Claude lui a demandé si elle était muette, mais ensuite j'ai pensé qu'au moins elle pouvait l'entendre. Claude lui a proposé de la guider si elle était perdue ou si elle avait besoin d'aide. Après tout, ces rues ne sont pas un endroit pour une belle dame solitaire. Tandis que Léa suivait Claude, elle remarqua qu'il laissait des traces sur le mur. La jeune fille se demandait quoi faire maintenant. Il devinera immédiatement qui elle est. Elle décida de le dépasser et de passer la première. Claude s'est rendu compte qu'elle était une locale car elle connaissait bien la route. Et le gaz a demandé, après tout, elle n'est pas vraiment bête. Léa aperçut une voiture devant elle et se précipita. Claude courut après elle. Elle paya le cocher et lui demanda de lui dire qu'il l'avait déposée au sud du pont de Lyon, devant la statue de Saint Matthieu. Lorsque la voiture partit, Claude ordonna qu'on retrouve la voiture qui traversait le pont, ajoutant qu'il semblait qu'ils avaient retrouvé quelqu'un qui pourrait les guider à travers les bidonvilles du Lower. Léa resta éveillée toute la nuit à se demander si Claude la reconnaissait. Cet endroit était très proche, à quelques pas, et ils l'ont arrêté à un si mauvais moment. Soudain, Pipi a couru dans la pièce et a dit que M. Lius devait s'habiller de toute urgence. Il ne devrait pas être vu comme ça. Après tout, M. Claude est arrivé chez eux. Lorsque Lius entra dans le salon, Claude était déjà assis à table. Il a dit que quelqu'un s'était réveillé tard. Lius a demandé pardon et a dit qu'il avait du mal à dormir. Lius demanda ce qui avait amené M. Claude à lui si tôt, et il a demandé à Lius s'il ne le savait pas. Lius a répondu qu'il ne pouvait pas lire dans les pensées. Claude a demandé à Lius de prendre un bon petit déjeuner puisqu'il devait visiter un endroit. Son frère Kieran demanda à lui montrer la vie dans la capitale impériale. Lorsqu'ils furent au centre-ville, Claude demanda à Lius de remplir ses rues, le début de toutes les routes étant mesuré à partir de ce bâtiment, la banque Cohen. Le gaz a dit que depuis qu'il avait été emmené directement en 9e année, il devrait être facile pour lui de se souvenir des environs. Lius se souvenait de cet endroit grâce à ses leçons. L'académie est à 2,7 milles au nord-est et le palais impérial à 3 milles de la rive Cohen. Claude a félicité Lius pour sa capacité d'apprentissage rapide. Mais pour une raison quelconque, il éprouvait un sentiment étrange à côté de Lius. Il est devenu impulsif. Non seulement il voulait l'embrasser, mais il appelait aussi la fille par son nom. C'était un sentiment terrible et aussi un comportement inapproprié pour lui. Lorsqu'ils approchèrent de la rivière, là où le monument était visible, Lius dit que tous les gens ici avaient l'air si heureux et que la vie à Hétéra était probablement très confortable. Mais Claude répond que l'obscurité suit toujours la lumière. Plus la lumière est forte, plus les ténèbres sont profondes. Et il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Ensuite, Lius a dit que les gens vivant dans les ténèbres ne savent pas qu'ils ne sont pas dans la lumière. Et l'ignorance est un bonheur, poursuit-il en regardant les bidonvilles de l'autre côté du fleuve. Claude s'est intéressé et a demandé pourquoi Lius pensait cela. Il m'a répondu que le bonheur est relatif, et nous pensons toujours que la vie n'est injuste que lorsque nous voyons ceux qui sont meilleurs que nous. Mais si nous restons naïfs dès le début, tout ce que nous saurons, c'est la vie dans laquelle nous sommes nés. Et il ne s'agit pas du tout de répondre aux besoins. Claude lui a suggéré de rompre avec ses tristes pensées et de passer à autre chose. Il lui a de nouveau donné un pot de bonbons et l'a traité d'enfant en disant qu'il aimait les bonbons. Tandis que Lius demandait que Claude n'était pas beaucoup plus âgé que lui, le type ouvrit la portière et dit que puisqu'il avait vu le bon côté, il était temps de montrer le côté obscur, dans les bidonvilles de Lower. Alors qu'ils conduisaient déjà, Lius leur a demandé s'ils allaient vraiment à Lower et pourquoi. Et Claude lui a demandé ce qu'il avait entendu parler de cet endroit. Lius a répondu qu'il valait mieux rester loin de lui. Claude lui demanda alors s'il savait que Lower se trouvait juste derrière Lyon, sur lequel donnèrent ses fenêtres. Lius pensait qu'il devait répondre à quelque chose pour ne pas être découvert. Est-ce ainsi? Et je me demandais pourquoi ce côté de la rivière est toujours plus sombre la nuit, et je n'en avais aucune idée. Alors c'est Lower, répondit Lius. Lorsqu'ils descendirent de voiture, Claude dit que Lower était la folie et la honte de l'Empire, une épine dans le jardin céleste. Léa pensait qu'il soupçonnait quelque chose. Et ainsi teste Lius. Mais il ne faut pas qu'il morde à l'hameçon, c'est pourquoi Lius a dit qu'il se sentait malade rien qu'à cause de l'odeur de cet endroit. Lius a demandé à partir, mais Claude a dit qu'il devrait être patient. Après tout, pour eux, c'est une décharge ordinaire, mais pour quelqu'un, cet endroit s'appelle chez lui. La lumière vive de la ville projetait une grande ombre sur cet endroit. Léa n'était pas d'accord, mais se forçait à garder le silence pour ne pas se trahir.
Lius a instamment demandé à Claude de le ramener chez lui, car cet endroit lui fait très peur, et Claude a accepté de le ramener chez lui. Alors qu'il montait en calèche, Claude s'excusa auprès de Camélius d'avoir été choqué par l'endroit. Pour une raison quelconque, il décida que Lius le connaissait déjà, mais Lius a dit que c'était sa première fois ici, et Léa espérait que Claude croyait à cette légende, car elle était difficile à comprendre à son visage. Lius jetait parfois un coup d'œil à Claude. Claude a dit à Lius qu'il le ramènerait d'abord à la maison, puis qu'il avait rendez-vous pour le dîner. Lius a répondu qu'il devrait alors se dépêcher. Et Claude était offensé, car il attendait de lui une réponse différente. Il lui semblait que Lius avait toujours l'air heureux quand il devait partir. Mais Lius répondit que ce n'était pas le cas et qu'il serait heureux de dîner avec lui ce soir-là. Ensuite, Claude a dit qu'il pourrait reporter sa réunion à un autre jour. « Vous ne pouvez pas, ce serait très impoli de votre part, » répondit Lius. Il voulait se dire au revoir, debout près de la maison de Camélius. Mais Claude remarqua un cheval blanc près de la maison et dit à Camélius qu'il semblait avoir des invités, et apparemment nommés, comme le croyait Claude. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison, ils virent le prince Jan Sergio arriver de Gaillard. Il était allongé sur le canapé, et comme toujours, il était heureux de voir Camélia. Lius a rappelé à Claude qu'il se précipitait à un rendez-vous, et Claude a dit qu'il vaudrait mieux que son Altesse reste dans son domaine de la capitale. Mais Camélius s'y opposa. Après tout, le prince Jan est un invité de la maison Bayle et ce serait une erreur. « Alors tu vas le laisser rester, seul avec toi ?» demanda Claude en prenant son pot de bonbons. Camélius lui demande quel monsieur reprend ses cadeaux, et Claude a répondu qu'il ne voulait pas qu'il sente le bonbon. Jan s'est approché très près de Lius et lui a murmuré « Camélius, oublie les sucreries et mange normalement. Je t'ai attendu toute la journée et j'ai très faim. » Lius a réprimandé Jan en disant qu'il était trop proche. « Je vais vous soigner, votre Altesse. Camélius est arrivé dans la capitale tout récemment. Je serai le meilleur guide pour vous, » dit Claude. « Mais je préfère quand même la compagnie de Camélius, » a déclaré Jan. Mais Claude a insisté sur le fait qu'il serait plus en sécurité accompagné de lui. Après tout, c'est la capitale d'un autre État. Le prince Jan a dit que Claude avait raison. Mais comme il était très fatigué par le long voyage, il passerait le reste de la journée ici, se reposant avec Camélius. Cela signifie qu'il n'ira nulle part. Mais il est temps pour Lord Claude de partir. Claude ne savait pas quoi dire d'autre, alors il s'est rendu à la réunion. Le monsieur dit qu'il ne pensait plus que monsieur Claude serait en mesure de les honorer de sa visite. Mais il est quand même venu. Claude a demandé pardon et a dit qu'il avait des affaires à régler. L'homme demande si le père de Claude est toujours encerclé en territoire neutre. Et ce serait un honneur de recevoir le grand-duc ici, dans la capitale impériale. Claude a répondu que son père n'avait pas encore l'intention de lui rendre visite. La sécurité de l'Empire dépend du Nord, et mon père est une personne très pragmatique. Et ensuite, le monsieur est allé droit au but et a déclaré que sa fille s'était récemment fiancée et qu'ils envisageaient d'organiser son mariage après la cérémonie de mariage de la princesse Rosina et de monsieur Kiran Bale. Lorsque Claude imaginait Camélius à côté de cette fille, il se sentait mal à l'aise. Mais il a dit qu'il en informerait certainement son père et que les événements heureux devraient être célébrés ensemble. Le propriétaire de la maison dit qu'il ne cesse de penser à ce qui a pu retarder monsieur Claude, car il est toujours aussi ponctuel. Claude répond qu'il y a des sujets qui requièrent encore son attention, et il a demandé pardon car il était temps pour lui de les quitter. Lorsque le cocher demanda à monsieur Claude où l'emmener, il dit aussitôt à Camélius. Et puis il s'est corrigé en disant d'aller au domaine. Il ne pouvait pas se débarrasser du souvenir de la façon dont Lius l'avait séparé de Jan et avait déclaré « Monsieur Claude, le prince restera à la maison de caution, point final. » Claude n'aimait pas le fait que Lius appelle Jan par son prénom, et il craignait que ce maudit prince ait une sorte d'intérêt malsain pour Camélius, sinon il ne le ferait pas. Ses pensées furent interrompues par un message d'un type en uniforme. « Monsieur Claude, nous l'avons trouvé cette nuit-là, une seule voiture vert foncé a traversé le pont. » Selon le chauffeur du taxi, le passager est descendu devant la statue de Saint Matthieu. C'était une jeune fille vêtue d'une robe coûteuse. Claude se demandait si quelque chose n'allait pas ici. Il savait que le seul domaine de cette région appartenait à la maison d'Iar. Mais comme il n'avait pas reçu d'invité ce soir-là, cela signifiait que le cocher avait menti. « Est-ce que le problème vient de ces bonbons ?» pensa Léa en regardant le pot. Le prince Jan, assis sur le canapé, a insisté pour que Lius mange autre chose que ses bonbons. Léa offrit au prince un bonbon et le mit dans sa bouche. Jan lui lécha délibérément la main. Il s'agissait d'un comportement inapproprié de la part d'un membre de la famille royale.
Lius a déclaré qu'il était temps pour lui de retourner dans ses appartements et que son Altesse pourrait déménager dans leur domaine familial dès qu'il se reposerait. Mais le prince a insisté sur le fait qu'il voulait parler à Léa en tête-à-tête, car il n'avait pas une telle opportunité. Elle lui répondit qu'elle n'avait rien à lui dire, mais il la persuada quand même de s'asseoir à côté d'elle sur le canapé et lui demanda si Claude savait qu'elle était une fille. Léa a répondu que même les murs ont des yeux et des oreilles et qu'elle n'était pas à l'aise avec cette conversation. Yann a demandé combien de temps Léa prévoyait de continuer cette mascarade. La jeune fille a répondu qu'elle ne savait pas. Puis le prince se mit au travail. Son père souhaite qu'il trouve une épouse parmi la noblesse de l'Empire de Cayenne. Le mariage est le meilleur moyen d'établir des relations diplomatiques. Léa a dit que s'il avait besoin de conseils, elle ne connaissait aucune femme convenable. Mais le prince Yann a déclaré qu'il n'avait pas besoin de conseils. Alors Léa n'a pas compris ce qu'il voulait. « Votre père, le marquis Bale, est un noble impérial, et je vais lui demander officiellement ta main en mariage. » La stupéfia Yann. Léa objecta qu'elle était un homme, mais le prince savait très bien qu'elle était une femme. Il rêvait déjà que la cérémonie serait organisée l'année prochaine, et aussi qu'elle puisse faire ses débuts officiels avant la cérémonie de mariage, en tant que Camélia Bale et revenir à elle-même. « Prince Yann » s'est exclamée Léa. « Quoi? Avez-vous déjà donné votre cœur à quelqu'un d'autre? » « Ah, laissez-moi deviner. Claude de Hichard ?» demanda Yann. « Ne vous précipitez pas, nous avons une année entière, réfléchissez bien. Je peux te sauver de cette sorcière que tu appelles mère. » Léa a répondu que ce n'était pas nécessaire. Yann pensait qu'elle serait ravie et lui a demandé si elle ne voulait plus être une fille. Léa a répondu qu'elle n'était pas une vraie noble, et ce sera bien de tout laisser derrière soi quand tout cela sera fini. Yann lui a demandé à nouveau combien de temps elle prévoyait de vivre dans le mensonge. Léa ne voulait pas continuer cette conversation. Léa a demandé comment il pouvait demander sa main en mariage s'ils ne s'étaient rencontrés que 3 fois. Yann a répondu « D'accord, alors il y aura des funérailles. » La jeune fille lui a demandé s'il avait entendu leur conversation avec Anastasia, et Yann a répondu qu'elle était très dure et bruyante, et beaucoup de gens ont alors entendu leur conversation. Mais Léa a répondu que l'idée du mariage ne lui convenait pas. Elle ne veut pas participer à ces jeux politiques, et elle a demandé de ne pas l'impliquer dans la diplomatie et les alliances. Ensuite, le prince Yann lui a dit que tout n'était pas aussi compliqué qu'il y paraît, et il est juste tombé amoureux d'elle, c'est tout. Camélia fut surprise. Le prince répéta qu'ils auraient une année entière pour mieux se connaître, et il a dit qu'il attendrait sa réponse jusqu'à l'année prochaine. Yann a également dit à Léa que Kiran revenait dans 10 jours. Ils passeront ainsi 10 jours heureux seuls les uns avec les autres. Le lendemain, en se rendant à l'académie, Léa se souvint des paroles d'Yann selon lesquelles ils seraient ensemble pendant 10 jours entiers, et elle a mentalement demandé à Kiran de revenir le plus vite possible. Soudain, elle fut interpellée par Lord Thorin, le gars qui l'avait insulté auprès de Claude. Lius le salua et lui dit qu'il s'attendait à voir Kiran Bale, et non un imposteur inutile. Lius a répondu que son frère n'avait pas l'intention de retourner à l'académie. Thorin se moqua du fait que Kiran avait passé 4 ans à Gaiora et avait déjà fait défection. Puis Thorin dit que Kiran savait probablement que seuls les diplômés de l'académie pouvaient revendiquer des titres de noblesse. « Ah, tu n'as pas entendu? Kiran a déjà obtenu son diplôme il y a 4 ans, lui dit Lius avec un sourire. Lius rit du fait que Thorin n'était pas au courant des derniers événements. Et ce n'est pas surprenant, car il est facile de rater quelque chose sans que des amis partagent la nouvelle. Thorin fut offensé par cela et décida de dire quelque chose d'offensant. Il a dit que tout le monde sait que Lius est entré à l'académie à cause de son joli visage. Et comme il n'est qu'en première année, il n'est pas assez stupide pour se faire des ennemis. Vous ne voulez pas déshonorer la réputation de votre père? Tu le sais déjà, tu es une honte pour la maison des Bals, murmura Thorin à Lius. Lius serra le poing. Lius se ressaisit et dit d'un ton calme « Seigneur Thorin, vous continuez à mépriser celui que le marquis a reconnu. Comment une famille aussi anonyme que la vôtre ose-t-elle discréditer le nom du marquis? Vous avez été assez courageux pour prononcer son nom, mais assez stupide pour vous faire un ennemi aussi puissant que le marquis Bale. Et n'oubliez pas que je ne suis pas un étudiant de première année, comme vous, et que je suis en 9e année d'études, a ajouté Lius. Il demanda également à Thorin, surpris, de ne plus revenir dans ses yeux. Léa est devenue triste. Elle se demandait quand elle était devenue comme ça. Oui, elle a compris que c'était la meilleure façon de traiter avec de telles personnes. Mais que faire? Elle s'est laissée emporter et a tout raconté à cet idiot sur la 9e année. Et tout le monde autour en murmurait déjà. Léa pensait que Claude lui donnerait certainement une raclée pour ça. Alors qu'ils étaient assis dans le bureau,
Le professeur a dit à Lius qu'il savait qu'il choisirait la 9e année. Et c'est un grand honneur pour l'Académie de former un élève aussi remarquable, juste après son frère. Lius a demandé au professeur s'il pouvait lui dire pourquoi l'officier était là. Était-ce parce qu'il s'était disputé avec Lord Thorin dans la rue? L'officier a demandé à Lius. « Monsieur, est-ce votre voie naturelle? Savez-vous comment vous protéger? Savez-vous manier un poignard ?» Lius n'a pas soulevé le but de ces questions. Et le professeur a dit à l'officier qu'il ne pouvait pas trouver de meilleur candidat. Et l'officier était d'accord avec lui. « Monsieur Bale, je suis ici pour demander votre coopération au nom de la garde de la ville, » a poursuivi l'officier. « Cela peut vous mettre dans une situation difficile, mais la vie des habitants est en jeu, et je suis sûr que vous ferez ce qui est juste. Nous recherchons un homme qui puisse prétendre être une noble dame, » a conclu l'officier. Lius ne savait pas quoi répondre à cela. Assis dans un café dans la rue, Lius envisageait de refuser l'offre du policier. Mais il se souvenait de tout ce que l'officier lui avait dit. Qu'un criminel attaque les femmes nobles et que les parents ont tellement peur qu'ils n'abandonneront pas leur fille comme appât. Ils doivent arrêter le criminel le plus rapidement possible. Il devra apparaître dans la bibliothèque, le théâtre, la gare, principalement à proximité des attractions autour de Lower. Et Lius est celui qu'il recherchait. Léa avait déjà décidé de refuser la demande de l'agent lorsqu'elle aperçut soudain une femme qui passait sur une charrette. C'était elle, sa mère. La jeune fille a immédiatement couru après le chariot et a crié au conducteur de s'arrêter, et elle a appelé sa mère. Elle n'a pas pu la rattraper. Mais Léa savait avec certitude que c'était sa mère. Et elle était si proche. Claude a bu du thé avec l'officier et lui a demandé si Camélius était d'accord. L'officier a répondu que ce n'était pas encore le cas, mais qu'il serait probablement d'accord. Faire semblant d'être une femme? Qui a eu une idée aussi absurde? Demanda Claude. L'agent a répondu que l'arrestation du criminel était leur priorité absolue. Mais Claude s'y opposa et dit qu'il s'agissait du frère bien-aimé de son meilleur ami. Et si ne serait-ce qu'un seul cheveu tombe de sa tête, ils en paieront tous le prix. On frappa à la porte et on les informa que l'homme qu'ils attendaient était arrivé. Camélius entra dans le bureau et donna son accord pour l'affaire d'infiltration. Ensuite, Lius a remarqué M. Claude dans le bureau. Eh bien, Claude s'est levé et est parti, ignorant Lius. Il a dit aux policiers qu'il devait se rendre à une réunion. L'agent a dit à Lius que M. Claude n'aimait pas leur idée. Lius a demandé s'il était au courant de leurs affaires. L'homme était surpris que Lius ne le sache pas, car ils étaient amis. L'officier répondit que M. Claude leur avait fourni suffisamment d'hommes pour cette enquête, de sorte qu'il était au courant de l'affaire dès le début. L'agent a alors demandé si Lius connaissait Mme Marilyn Shelby. Après tout, c'est elle qui a recommandé sa candidature dans ce dossier, et elle a hâte de le rencontrer bientôt. Mais pas maintenant, bien sûr. Et 4 jours plus tard au domaine Shelby. Léa en fut très surprise. Claude se tenait dans la rue, caressant son cheval. Il se demandait si Lius avait réellement accepté cette enquête. Et pourquoi cela le dérangeait-il autant? Le prince Wade s'est approché de M. Claude sur son cheval. Il lui annonça la nouvelle que Lius était entré dans sa 9e année d'études, et sur le fait qu'il a déshonoré Lord Thorin lors d'une conversation verbale. Wade a dit à Claude que ce Camélius est un gars très intéressant. Claude a dit que Lord Thorin avait simplement obtenu ce qu'il méritait. Le prince Wade a demandé « C'est tout? Je me demande simplement si vous et moi partageons les mêmes préférences ?» Les mêmes préférences. Cette phrase n'a jamais quitté la tête de Claude.